Bonjour à tous, je suis Virginie Mazza, directrice du pôle Asie. Je suis ravie de vous accueillir aussi nombreux. Cela me conforte dans le sujet du jour. Il y a certainement bien un train à prendre sur ce sujet de l'intelligence artificielle. Notre webinaire aurait dû être animé par Hervé Druez et Florian Pithion-Rossillon, mais malheureusement Hervé est dans l'incapacité physique de nous rejoindre. Je remercie Florian qui a accepté d'assurer donc 100% de ce webinaire. Il va vous partager leurs expériences communes et leurs conseils voilà, sur ces sujets d'IA. Avant cela, également prendre 2-3 minutes pour vous présenter M2I Formation, car peut-être que certains d'entre vous ne nous connaissent pas encore, avant de rentrer dans le vif du sujet et rentrer sur M2I Formation. Vous l'aurez compris, notre credo, c'est la formation professionnelle depuis bientôt 40 ans. Avec 35 centres en France, nous avons un maillage territorial assez inégalé. Et en quelques chiffres encore, M2I Formation, c'est 2500 modules de formation, dont une grosse centaine est pas loin de 100 000 apprenants, 3 activités, l'IT, le digital et le management. Et outre la formation professionnelle, M2I intervient également sur les sujets de la formation longue et diplômante, c'est ce qu'on appelle l'upskilling et le reskilling. Nous sommes également présents sur le marché de l'alternance avec la 2i Academy et nous pouvons vous accompagner dans le cadre de vos recrutements avec notre job board M2I for Job. La qualité reste un engagement fort chez M2I Formation, donc nous sommes bien évidemment certifiés Calliope, nos 35 centres le sont, et nous sommes également considérés comme acteurs incontournables par l'éditeur Leaders League et meilleur organisme de formation. Depuis notre création en 1985, nous avons noué des relations proches et de confiance avec les principaux OPCO du marché, et ça nous permet donc de pouvoir vous proposer une offre d'action collective négociée qui est assez tous les sujets que nous couvrons, donc l'IT, le digital et le management. Voilà. C'était une présentation rapide. Je vais passer la parole à Florian. Pour ma part, je serai modératrice, donc je pourrai relayer vos questions tout au long de notre webinaire. Et puis, je vous retrouverai à la fin de la formation pour faire un petit point si vous le souhaitez. Voilà, je laisse maintenant la parole à Florian et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Virginie et bonjour à toutes et à tous. Alors, pour revenir un instant sur ce que vient de signaler Virginie sur les questions-réponses, sur un sujet comme celui de l'IA, il y a énormément de questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Donc, voilà, que tout le monde se sente à l'aise, je dirais, de questionner ce qui va être dit sur ce sujet qui évolue très, très vite. Donc, on est aujourd'hui sur le sujet de l'IA générative et en se posant la question donc avec cet angle-là, c'est pourquoi prendre ce train-là au moment où il est en train de partir et comment le prendre. Et donc, pour commencer, je vais vous parler d'Hervé et moi. Donc, évidemment, alors Hervé, comme l'a dit Virginie, qui n'est pas là aujourd'hui, mais Hervé, qui est un collègue et un complice. On travaille beaucoup ensemble sur ces sujets d'intégration de l'IA générative, notamment en entreprise, et aussi dans, évidemment, des formations et dans des parcours scolaires. Hervé est professeur à l'ESCP Business School. Il dirige plusieurs MBA et il est également formateur sur des sujets digitaux en général et d'IA générative en particulier. Et quant à moi, donc moi je suis consultant en innovation, en marketing et en soft skills training. Et je suis également intervenant dans des écoles post-bac, notamment l'EM Normandie sur le campus de Paris et le Learning Planet Institute. Alors aujourd'hui, on va cadrer le sujet en répondant à 3 questions. L'explosion des IA génératives, où est-ce qu'on en est? État des lieux, paysage, derrière ChatGPT, l'arbre qui cache la forêt. Quels impacts sur les entreprises? Concrètement, qu'est-ce qui se passe déjà et qu'est-ce qui va se passer dans un avenir proche? Et puis de ce fait, troisième question, pourquoi et comment former l'entreprise à ces nouveaux outils et modes de travail? Et là, tout de suite, vous comprenez dans la formulation de cette question que outils et mode de travail sont deux sujets étroitement liés. C'est-à-dire que l'IA générative est un outil, les IA génératives sont des outils tellement puissants que leur intégration par des collaboratrices, des collaborateurs, donc des individus dans l'organisation, a des impacts justement sur la vie de l'organisation, sur la vie de l'entreprise.
Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui concrètement? Comment l'arrivée massive auprès du grand public depuis un an des IA génératives, donc avec la sortie de ChatGPT il y a un petit peu plus d'un an, où est-ce qu'on en est et d'où ça vient? Alors, déjà, savoir se souvenir que l'expression intelligence artificielle date des années 50, donc à une époque où, et évidemment, toutes ces technologies n'étaient pas du tout au niveau où elles en sont aujourd'hui, et même à l'époque, peut-être que on se doutait pas de jusqu'où ça pouvait aller. En tout cas, pour dire que on est dans des représentations sur ces sujets-là qui datent des années 50, plusieurs étapes jusqu'aux années 2000, l'accélération. Pourquoi l'accélération? Parce que, en fait, l'intelligence artificielle est intégrée depuis longtemps dans, par exemple, les moteurs de recommandation des sites d'e-commerce, également dans certains outils utilisés pour tout ce qui est SEO, référencement, etc. Donc, en fait, et puis évidemment, un petit peu plus tard dans les années 2000, les premières applications des smartphones. Donc, c'est aussi pour dire que on vit avec l'IA, au contact de l'IA depuis maintenant quelques temps, quelques décennies. Et en fait, il y a eu effectivement cette grosse démocratisation depuis un an avec l'accessibilité pour le grand public de ChatGPT. Et donc là, finalement, avec une prise de conscience des impacts potentiels de toutes ces IA qui, avec justement ChatGPT, sont arrivées chez les individus, contexte professionnel, mais aussi contexte personnel, puisque dès lors que on a un laptop, on peut s'emparer de cet outil. Donc c'est pour ça qu'on parle évidemment de révolution. Alors révolution, c'est un mot qui se déclenche facilement dès lors qu'on est dans le digital, hein. C'est vrai que il y a eu plusieurs vagues où on a parlé de révolution. Alors là, s'il fallait parler de révolution pour préciser, oui, c'est une révolution d'interface, puisqu'on peut désormais programmer l'intelligence artificielle avec un mode conversationnel, avec notre langage à nous par rapport à ce qui était nécessaire auparavant, c'est-à-dire savoir coder. Donc en fait, la révolution porte sur l'interface, sur la technologie. On est évidemment dans quelque chose qui relève d'une suite d'itérations depuis quelques décennies. Mais enfin, il y a vraiment de quoi, pour le coup, parler d'une révolution qui se traduit en actes, et notamment dans les entreprises. Donc, de fait, beaucoup d'entreprises sont déjà en phase d'adoption par des usages qui peuvent aussi venir de manière spontanée des collaboratrices et des collaborateurs. On le voit avec cette étude récente, Aurélie, 67% des répondants ont déclaré que leurs entreprises utilisent l'IA. Ça fait déjà 2 tiers, c'est énorme. Et là, si on s'intéresse euh, aux métiers par lesquels l'IA rentre en priorité dans les entreprises, on constate que c'est par le développement, la programmation, 77%, et l'analyse de données, aussi justement peut-être parce que ce sont des métiers qui traditionnellement utilisaient déjà l'IA avant qu'elle devienne conversationnelle. Donc là, et j'attire aussi votre attention sur le fait que par rapport à l'adoption par les entreprises des outils de l'IA générative, ça renvoie à ce que les entreprises peuvent effectivement mesurer parce que ces usages sont cadrés, processés et donc identifiables. On parlera aussi de tous les usages qui arrivent de manière spontanée par les collaboratrices et les collaborateurs, usages qui sont identifiables ou peut-être pas. Mais en tout cas, ça fait partie des processus d'intégration de l'IA par les entreprises. Et c'est peut-être là que cette vague se distingue aussi de vagues de digitalisation précédentes, où, pour le dire très très vite, les vagues précédentes passaient d'abord par les grandes entreprises qui avaient les moyens de se doter en termes de technologie, en termes de process et en termes de compétences pour qu'ensuite les technologies, les compétences se diffusent plus largement dans des entreprises plus petites. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont exposées de même façon, également les TPE, PME. Et c'est ça qui distingue cette vague de l'IA générative peut-être aussi des vagues précédentes. Pour
évoquer un des acteurs phares de cette révolution. Donc évidemment, on parle d'OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, et avec la mise à disposition récente donc de ChatGPT 4 Turbo, donc version payante, donc par rapport à la version qui est accessible gratuitement, qui est ChatGPT 3.5, et donc avec des capacités justement d'interaction nouvelles, notamment par la voix. Voilà, donc on accède à la puissance de l'outil par une discussion vocale. Donc on est toujours dans le mode conversationnel, et après l'écrit, on passe par la voix. ChatGPT 4 Turbo, alors effectivement, est plus fin, plus précis et capable de produire des réponses plus élaborées que ChatGPT 3.5. Et puis, il y a aussi ce qui a été révélé il y a quelques semaines par Sam Altman, qui est la possibilité de développer son propre ChatGPT pour des usages métiers, et avec effectivement une prise en main en termes de structuration de cet outil personnalisable, une prise en main très très simple, là encore, par le mode conversationnel. Et évidemment, pour compléter ce regard sur le paysage de l'intelligence artificielle générative, il faut, au-delà d'OpenAI et de ChatGPT, regarder ce que font les autres acteurs, à commencer par, je dirais, les acteurs, les grands acteurs habituels du digital, que sont Google, Amazon, Meta et X, donc chacun annonçant son intelligence artificielle, euh, avec déjà peut-être pour certains des versions déjà mises à disposition, d'autres qui sont annoncées comme X et Elon Musk avec Grok, et avec des niveaux, je dirais, de pertinence, alors qui sont très très variables. On pourra peut-être en parler au moment des questions-réponses, parce on peut tous avoir des avis différents là-dessus. C'est vrai que, par exemple, et ça fait partie des choses qu'on partage avec Hervé, comme regard, c'est par exemple le regard qu'on a sur Bard de Google, où à demande équivalente, à requête équivalente entre un chat GPT et un Bard, on voit que le niveau de réponse n'est pas du tout aussi satisfaisant du côté de Bard pour l'instant. En tout cas, ça, c'est la dimension outil. Après, il faut considérer la dimension des investissements. Et là, évidemment, avec ces entreprises-là, on a affaire à des investissements extrêmement importants, extrêmement lourds, qui vont être donc très structurants aussi pour la vie de ces outils-là. Et on va comprendre pourquoi. Donc, comme en fil rouge, si vous voulez, par rapport à, à ce qu'on observe sur le marché, donc au-delà de ChatGPT, ce qu'on constate aussi, c'est l'arrivée d'IA générative spécialisée. Donc, d'où cette proposition qu'on vous fait et qui s'affiche. Donc, à gauche, les IA génératives généralistes, donc ChatGPT, Bard, etc. Ensuite, ce qu'on appelle les IA génératives verticales, donc qui vont être spécialisées par secteur, par métier. Donc, notamment, par exemple, la première, legalmap.ai. Donc là, cette fois-ci, on est sur le juridique. Très intéressant également, comment des IA génératives vont venir s'intégrer dans des outils existants. On peut penser évidemment au premier chef à ce que fait Adobe avec Firefly. Et ce qui va être très intéressant, c'est comment Firefly, en tant qu'intelligence artificielle générative, est connectée à la suite Adobe, et comment, de ce fait, ça va permettre aux métiers qui pratiquent déjà Photoshop et Illustrator de s'emparer de l'IA générative visuelle avec une certaine cohérence, et je dirais avec la stabilité que permet Adobe, l'éditeur. Et puis après, vous avez aussi des IA génératives qui s'intègrent dans des sites, pour venir renforcer l'efficacité de certains chatbots, les recommandations, etc., etc. Et puisque peut-être certaines et certains d'entre vous ont déjà pu constater
dans leurs environnements de travail l'arrivée d'outils comme Copilot qui viennent renforcer l'efficacité de suites bureautiques existantes. Donc, vous voyez qu'en fait, derrière ce grand nom, voilà, qui est aussi très diffusé dans les médias, parce que c'est celui qui sert à illustrer justement toutes les avancées de l'IA générative. Donc derrière le OpenAI et ChatGPT, il y a en fait déjà tout ça qui se passe. Et puis sans doute évidemment à des niveaux de déploiement différents selon les organisations, mais en tout cas les potentiels sont là par secteur, par type de métier et par niveau d'intérêt, d'intégration dans des écosystèmes digitaux existants, que ce soit orienté client extérieur ou que ce soit en interne. Alors, il y a énormément d'outils, il y en a tous les jours qui apparaissent. Donc, c'est vrai que pour se faire une idée claire et puis pour faire un petit peu le tri, parce qu'on ne peut pas s'emparer de tout ce qui existe, hein. Aujourd'hui, on estime, grâce à Futurpedia, qui est ce site qui recense tout ce qui existe, on estime qu'il y a environ 6000 outils basés sur l'intelligence artificielle générative disponibles, outils qui sont, comment dire, à des degrés de pertinence et de perfectionnement différents, mais c'est déjà énorme, 6000. Donc évidemment, il faut savoir naviguer là-dedans avec un cadre de référence qu'on va nourrir tous les jours. Justement, parlant de ce cadre de référence, n'oublions pas que dans ce contexte d'effervescence du marché, on est dans cette phase de ruée vers l'or. Voilà, beaucoup de gens qui se précipitent très très vite, beaucoup d'effets d'annonce tous les jours. Souvenons-nous de l'état de l'art, quelque part, qui est que déjà, beaucoup d'outils disponibles sont encore des versions bêta, c'est-à-dire des versions encore très, très itérées et qui, au-delà d'une propreté de forme dans ce qui est proposé, les textes, quand on parle de textuel, c'est propre, il n'y a pas de faute d'orthographe, d'accord. Mais derrière, comment ça se passe en coulisses? En coulisses, on a encore beaucoup d'imperfections, ce qu'on appelle les hallucinations. Les hallucinations, comme son nom l'indique, c'est quand une intelligence artificielle générative invente de toutes parts, ex nihilo, la réponse qu'elle fournit, et on est sur des proportions qui sont encore importantes aujourd'hui. On est, selon les estimations, potentiellement jusqu'à 40%. Donc il faut quand même savoir garder un œil expert sur ce qui est proposé, parce que on est très très loin de quelque chose de propre sur le fond. Et puis aussi, autre sujet sur lequel Hervé et moi, on cultive un regard, je dirais, serré, c'est la pérennité des solutions. Euh, Vous avez pu constater ce qui s'est passé donc autour de la gouvernance d'OpenAI il y a quelques semaines. Sam Altman, son fondateur charismatique, qui a été débarqué par son conseil d'administration un vendredi et qui, moins d'une semaine après, était de retour avec un conseil d'administration renouvelé, etc. Pourquoi c'est important à prendre en compte? Parce que ce mouvement-là, à la tête d'OpenAI, aurait pu avoir des conséquences énormes pour la disponibilité de l'outil ChatGPT, puisque on se souvient que dans la lignée de ce mouvement à la tête d'OpenAI, des 500, des 700 employés de l'entreprise ont menacé de partir si Sam Altman ne revenait pas. 500 employés sur 700 qui partaient, c'est-à-dire que ChatGPT, concrètement, était mort. Bon, on est passé pas loin de ça. La différence, je vais prendre un exemple, si du jour au lendemain, Bill Gates décide de quitter Microsoft, on pourra toujours continuer d'utiliser en toute quiétude les Word, les Excel, les PowerPoint, etc., etc. Voilà, il y a une inertie qui garantit, je dirais, la pérennité des outils. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle générative, ça n'est pas encore le cas. Il faut savoir s'en souvenir quand on examine tous ces outils. Alors pourquoi, maintenant qu'on a un petit peu installé le paysage, pourquoi est-ce qu'il est important de monter dans le train des IA génératives, Virginie? Alors, tu vas apporter la réponse tout à l'heure, mais j'ai Nathalie qui, en démarrage de ta prise de parole, disait, mais IA générative, je suis déjà perdue. Voilà, donc Adrien
en disant que c'était les IA qui faisaient référence à la capacité à générer de nouvelles données. Est-ce que tu as une définition plus complète de l'IA générative à partager avec Nathalie? Oui, alors générative, en fait, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que elle va proposer un contenu accessible par le mode conversationnel, chat en anglais, c'est discussion-conversation. Donc, chat GPT, ça veut dire chat Generated Pre-trained Transformer, donc c'est-à-dire euh, un algorithme qui fournit un contenu après s'être entraîné sur, je dirais, tous les contenus disponibles sur le web. Donc, le côté génératif, c'est en fait c'est la production d'une réponse accessible sous forme de texte, par exemple, et ou sous forme d'image. Et une réponse dont on peut s'emparer pour un usage, comme on le verra un petit peu plus loin dans le webinaire, selon l'usage dont on peut avoir besoin, selon son activité, selon son métier. Merci. C'était la seule question de cette introduction. J'espère que Nathalie, ça vous a apporté la réponse souhaitée. Je te laisse continuer. Ouais, je pense qu'en fait, en synthèse sur ce sujet-là, c'est se dire que l'usage de ces intelligences artificielles génératives est possible par un niveau de langage conversationnel, discussionnel. Pas besoin de savoir coder, même pas besoin d'écrire avec tel ou tel protocole peut-être un petit peu sophistiqué. Il y a quelques trucs à connaître pour les prompts, mais c'est très très accessible. Alors pourquoi est-ce qu'il est important de s'embarquer à ce moment-là, en fait? Donc on a l'œil avec Hervé sur les cycles d'adoption des technologies nouvelles. Et donc, effectivement, on se souvient que c'est toujours quelque part plus simple de s'embarquer au début quand les outils sont accessibles, quand tout n'a pas encore été structuré par des grands acteurs, des grands éditeurs, etc., etc. Il est important de se faire une idée dès maintenant et de la cultiver petit à petit par des usages personnels qui peuvent être très très simples en fait. Et c'est ça l'intérêt de s'y mettre dès maintenant. C'est comment au quotidien, et sans que ça soit très très chronophage et sans que ça vienne empiéter sur le reste des activités, comment petit à petit on se fait une idée pour soi et aussi pour l'organisation en fait, pour que justement à un moment l'entreprise puisse aborder ces sujets-là sans coût, sans surcoût par rapport peut-être à d'autres circonstances où, suite à un certain attentisme, ça coûte très cher justement, peut-être un petit peu plus cher en termes de technologie, d'infrastructure et aussi de recrutement pour se mettre à jour. Donc l'opportunité, pour le dire comme ça aujourd'hui, elle est que on est au moins coûtant à la fois pour les individus, collaboratrices, collaborateurs d'une part, et donc pour l'organisation d'autre part, de commencer à s'intéresser à ces sujets. Et on va voir comment très très bientôt, dans quelques minutes. Donc, pour aller concrètement dans des usages métiers, on va s'intéresser à ce qui se passe déjà en termes de fait du marché. Si on parle d'IA, on se pose beaucoup la question de l'impact sur la productivité. Et donc, on va prendre l'exemple d'Alan, donc l'entreprise française positionnée sur l'assurance santé, et qui, eux, ont déjà pas mal avancé sur l'intégration de l'IA dans leur processus métier. Donc, eux, ils ont mis en place 3 utilisations de l'IA. La personnalisation de la mascotte, donc comme on voit sur la droite de l'écran. 2, la productivité pour gagner du temps, l'analyse des comptes rendus de rendez-vous des commerciaux. Beaucoup de comptes rendus au quotidien, donc processer l'analyse. Et enfin, le contenu SEO référencement. Qu'est-ce que ça a permis? Pour la personnalisation de la mascotte, des adaptations beaucoup plus rapides et nombreuses. C'est-à-dire que ça va permettre de personnaliser l'apparence de la mascotte en fonction
en fonction d'un contexte client. Ça peut être dans un email, hein, ça peut être aussi dans des publicités personnalisées, etc., etc. Donc, aller très très loin et avec une certaine rapidité dans la capacité de personnalisation de la mascotte, donc renfort du lien avec les clients. La productivité, bah, évidemment, c'est gagner énormément de temps pour l'analyse des comptes rendus de rendez-vous et de ce fait permettre des propositions personnalisées pour les prospects. Donc là, impact sur l'efficacité commerciale. Et puis, pour les contenus diffusés optimiser le référencement. Donc là, gain de temps et puis aussi gain financier, puisque auparavant, ces contenus étaient élaborés par un expert en assurance. Ce contenu est désormais élaboré par une IA avec, attention, nécessité de relire derrière, euh, puisque l'IA, pour l'instant, elle n'est pas encore en mesure d'adapter ses propositions en fonction du ton de voix, en fonction du tone of voice de la boîte, donc ce qui fait sa signature relationnelle. Donc oui, d'un côté, on peut gagner du temps, effectivement, et faire des économies de coûts, mais ça n'exonère pas de la nécessité de reconsidérer ce que propose l'IA. Donc, plus largement, l'impact, joue sur évidemment le temps passé pour des professions dites intellectuelles. Et c'est ça aussi une des grandes nouveautés de cette vague de technologie, c'est que les impacts vont concerner justement des professions intellectuelles jusque-là moins directement exposées à ces impacts-là. Donc, donc avec des vitesses en fait d'exécution qui sont extrêmement rapides, c'est-à-dire que sur des tâches demandant beaucoup d'expertise, comme par exemple ce qui peut relever du juridique, euh, là où il y a des examens voilà, de business case qui peuvent prendre plusieurs heures à plusieurs experts, avec l'intelligence artificielle générative, ça peut ne prendre que quelques minutes à une seule personne. Donc, on est dans des ratios comme ça, hein, passer de plusieurs heures à quelques minutes. Donc, on imagine bien l'ampleur des impacts sur la vie des organisations. Justement, les impacts. Alors là, je vous propose une, d'entrer dans le sujet avec un peu un entonnoir sur justement quels impacts. Donc, on va considérer la variété des tâches, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le patchwork des possibles sur quelques tâches qui sont présentes au quotidien dans la vie des entreprises, et quelques tâches parmi bien d'autres, hein. C'est déjà une sélection. Donc, la variété des tâches, contenu réseaux sociaux, texte ou image, corriger un texte, voilà, une lettre ou un email pour un client. Ça peut être des fiches produits pour un site marchand, etc., etc. Ça peut être aussi tout simplement des synthèses de réunions. Quand on prend des notes voilà, sur un document et que et ben ensuite on bascule les notes dans une IA et ça propose un compte rendu mis en forme et propre. Donc beaucoup de variétés, voilà, une variété de tâches importantes qui peuvent être directement concernées. Si on ordonne selon euh, des logiques métiers, donc comment on va ordonner justement ce champ des possibles pour se dire mais comment on fait, par quoi, voilà, qu'est-ce qu'on regarde. Bon, on peut considérons par exemple le cas d'une entreprise dans laquelle il y a des gens qui ont des fonctions marketing côté référencement, des gens fonctions marketing côté community management, le CM entre parenthèses, et puis des gens qui ont des fonctions dans les sales, dans les ventes. Évidemment, donc, ce qu'on va se dire là est à adapter en fonction du contexte des entreprises. Est-ce qu'on est dans le B2C, est-ce qu'on est dans le B2B, en fonction des secteurs. On est d'accord, là, on est sur une première entrée dans le sujet. Notre personne, là, notre chef de projet SEO,
qu'est-ce qu'il va voir arriver comme data? Voilà. On se met dans son quotidien, on se met à sa place. Bah, on sait que c'est quelqu'un qui va devoir traiter une grande quantité de données, des datas de campagne, des datas quanti, des datas quali, etc. Enfin voilà, quelque chose de très très touffu. Et à ce moment-là, qu'est-ce que cette personne-là va pouvoir faire avec l'intelligence artificielle générative? C'est la production de rapports et de ce fait d'identifier des mots-clés et des titres en lien avec cette data-là, ce qui va l'amener pour en termes de production et de ce qui va être activé en termes de campagne à un paramétrage de campagne. Alors, j'attire votre attention d'ores et déjà sur le fait que ce, ce chemin, ce processus métier, évidemment, il est déjà en place dès lors qu'on parle de compétences de chef de projet référencement SEO. Mais là, ce à quoi on va s'intéresser, c'est justement d'une part la capacité de l'IA à proposer des affinages qualitatifs, d'une part, et d'autre part, la capacité de l'IA à aider à processer tout cela en un temps plus réduit, voire beaucoup plus réduit. Donc, comment l'IA ici ne réinvente pas les étapes du processus métier, mais l'IA propose des optimisations quantitatives sur le temps, qualitatives sur le contenu, qui vont être extrêmement mesurables, en tout cas visibles et mesurables. Toujours avec ce schéma, on va regarder ce que va pouvoir faire un profil de community management. Donc là, notre community manager, on sait qu'il a déjà des outils pour identifier le contenu des discussions, pour scanner le contenu des discussions, donc avec ce qui va permettre de remonter des datas conversationnelles, toujours pareil, avec du quantitatif, du qualitatif. Qu'est-ce que va pouvoir faire notre community manager plus rapidement et de manière plus systématique? Il va pouvoir identifier les émotions. C'est quelque chose sur lequel ChatGPT est assez fort. Et pour le coup, ça peut être assez bluffant. Là-dessus, Hervé et moi, on est d'accord. On cultive un regard distancié, vous l'avez compris, sur ces outils-là parce qu'on ne croit pas à la magie. Pour autant, quand on demande à ChatGPT d'identifier les émotions et les sentiments présents dans un texte, on peut être assez surpris de voir de voir ce qui remonte. Donc, et ça va beaucoup servir à notre community manager, identifier les émotions présentes dans des posts clients, dans des commentaires, et de là, identifier en fonction des idées de réponse, des thèmes de réponse, voilà, et comment orienter ces réponses-là. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça va l'aider à faire, le community manager? Ça va l'amener à produire des posts et des commentaires avec le ton adapté. Est-ce que on va être dans quelque chose d'humoristique, de sérieux, de dramatique parfois, euh, en fonction. Et donc, en fonction d'une identification très fine et très précise de ce qui aura été identifié dans des posts. Là encore, on est sur ce que permet l'IA dans des affinages sur l'identification de ces émotions et sur le temps que ça va prendre, justement. Et donc, que ça va libérer en rebond pour notre community manager. Et enfin, du côté des ventes, du côté des sales, là, qu'est-ce qui se passe dans le quotidien d'un profil comme ça? C'est la prise en compte des messages des clients. Ça peut être par des emails, ça peut être et ou aussi avec des discussions sur les chatbots. Là encore, ça dépend des entreprises, des organisations, des secteurs. OK. Mais donc, prise en compte de ces messages clients. Là encore, ça va être important. Qu'est-ce qu'on va activer avec l'IA? L'identification des émotions et puis adapter le ton de voix, le tone of voice. Et puis, ce que ça va permettre, c'est justement d'orienter les réponses avec cette fois-ci des propositions de solutions. Parce que dès lors qu'on s'adresse à des clients existants, on a besoin de cultiver la relation et de montrer comment, si tant est qu'il y a un problème par exemple, comment on est en capacité, en tant qu'entreprise, en tant que marque, de proposer des solutions en montrant qu'on a pris en compte ce qui motivait la demande, etc., etc. Donc au final, on le voit, il y a
il est déjà possible d'envisager pour ce type de fonction, et il y en a d'autres, comment l'IA peut s'intégrer dans un processus métier existant et comment, à chaque étape, ça va permettre d'optimiser les processus en question. Donc, en synthèse, pour parler de l'impact sur les métiers, donc là, ce qu'on vient d'évoquer avec ces 3 cas selon les fonctions en entreprise, on vient d'évoquer l'impact sur les flux d'informations, en fait. Et on est dans une époque avec la digitalisation, évidemment, dans laquelle les flux d'informations sont très variés pour les entreprises, les flux d'informations qui rentrent et les flux d'informations que l'entreprise va produire sur le marché. D'une part, ça va permettre de travailler sur les tâches répétitives, peut-être fastidieuses, et aussi sur les situations complexes. On en parlait avec notre responsable des ventes. Là aussi, on peut être assez surpris de voir comment une IA générative peut, dans le cadre de la rédaction d'un courrier à un gros client pas content parce qu'il y a un retard de livraison, et qu'il faut élaborer une réponse qui soit satisfaisante et qui tienne compte de l'historique avec ce client très très sensible, on peut être surpris positivement de la pertinence des propositions de l'IA générative. Donc, en conséquence de quoi, qu'est-ce que ça permet? Une économie de temps substantielle et des flux plus efficients. Voilà, pour le redire, quantitatif, qualitatif. Et donc, à un moment, la question se pose, comment réallouer le temps gagné? La question se pose parce que, comme on l'a compris, on est sur des quantités de temps potentiellement économisables qui sont substantielles, très très importantes. Donc, on va se poser cette question-là parce que c'est là qu'on va faire le lien entre ce qui peut se passer à l'échelle d'une collaboratrice, d'un collaborateur, donc à une échelle individuelle, et ce qui va se passer à l'échelle d'une business unit dans l'entreprise, ce qui va se passer à l'échelle aussi du collectif de travail. Donc, je suis un individu, je travaille au sein d'une équipe en interne, je travaille aussi potentiellement avec des fournisseurs, je travaille aussi potentiellement avec des partenaires à l'extérieur de l'entreprise, avec des clients. Donc, c'est des impacts aussi comme ça qu'on va chercher à mesurer. Et donc, et c'est là qu'on chemine vers les questions qui, cette fois-ci, se posent à l'entreprise. Donc, il y a un lien très, très fort entre ce qui se passe à l'échelle des individus et ce qui se passe pour l'entreprise. Il y a plusieurs volets qu'on pourra aussi développer avec vos questions, si vous le souhaitez. Il y a donc, on se pose la question des enjeux, cette fois-ci, côté entreprise. Perte d'emploi, restructuration des métiers, on entend énormément de choses contradictoires. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Notre position à Hervé et moi sur le sujet, c'est que considérant les impacts sur la productivité, il y a des entreprises qui vont optimiser aussi au niveau des effectifs. Donc, on n'est pas sur, nous, à se dire perte d'emploi ou restructuration. On pense qu'il y aura des pertes d'emploi et qu'il y aura une restructuration des métiers. Plusieurs volets d'impact pour les entreprises. Vous le voyez, juridique, sécurité, métier, on vient de passer un temps là-dessus. Et en lien direct, RH et éthique. Donc, on y reviendra un petit peu plus tard sur l'ensemble de ces volets et comment prendre ça en compte. Mais vous comprenez à quel point, justement, la dimension individuelle de l'intégration des outils de l'IA est directement liée à des sujets évidemment de sécurité, évidemment des sujets juridiques. Certains outils ne sont pas RGPD, voilà. Il faut savoir aussi s'en souvenir. Et puis, d'autre part, la dimension RH, comment les ressources humaines, le management s'emparent de ces sujets dès aujourd'hui, alors que c'est en train d'arriver justement pour élaborer des réponses petit à petit au fur et à mesure de ce qui se passe en entreprise. Et pour parler de l'échelle entreprise, donc évidemment, la dimension éthique, comment à un moment l'organisation va pouvoir
poser un cadre de process, pas pour tout interdire, pas pour le laisser faire absolu, mais quelque chose qui soit cadré en fonction de l'activité de l'entreprise, de son secteur et des métiers qui sont dans ses murs. Donc, une fois qu'on a pu voilà, envisager les impacts potentiels dans la vie de l'entreprise, on peut se demander comment on fait, comment on avance justement avec des réponses en matière de formation. Alors, premier niveau de réponse, toujours avoir en tête que, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle générative, il y a ChatGPT qui prend beaucoup de place médiatiquement, et en fait, derrière, il y a beaucoup d'outils, beaucoup d'éditeurs, beaucoup de propositions avec des niveaux de maturité différents, mais il y a beaucoup de choses. Donc déjà, avoir ce cadre personnel large et se dire qu'en fait, il y a toute une variété de choses qui existent. Alors, peut-être déjà aller voir ce qui se fait et puis se identifier quelques outils qui pourront effectivement servir dans un quotidien métier par la suite. Donc là, vous avez vu par exemple ce top 50. Bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà assez touffu. Il y a des propositions qui avancent très très vite et qui peuvent être très convaincantes. Donc, comment se faire un panel maniable au quotidien pour ensuite pratiquer seul et en collectif. Ensuite, pour avancer concrètement sur justement comment amorcer des réponses en termes métier et donc en termes de formation, bon, il y a la phase 1, la découverte des outils, phase qui va permettre de dépasser, on va dire, deux réactions qui sont, un, l'effet waouh, l'intelligence artificielle générative, ça a l'air magique. Peut-être que ça a l'air, mais en tout cas, ça ne l'est pas. Souvenons-nous que le principe de l'intelligence artificielle générative, c'est un système de probabilité statistique. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis l'autre réaction que parfois on peut constater aussi, c'est bah c'est nul, ça marche pas. Oui, comme on l'a identifié dès le départ, ces outils sont très évolutifs. Pour beaucoup, sont encore en version bêta. Et c'est facile de trouver des angles morts, c'est facile de trouver des imperfections. Donc, pour autant, la réaction, mettre de côté, de dire c'est nul, bon, ça peut être intéressant de la dépasser. Donc, phase 1, découverte. Ensuite, la phase 2, avoir cultivé cette capacité de prendre un petit peu de recul de temps en temps sur la valeur ajoutée réellement constatée de l'outil, et puis ensuite prendre du recul pour voir à quel point c'est intéressant pour notre activité au quotidien et dans le cadre de la vie du service, de la business unit, de l'organisation de l'entreprise. Donc, pour à la fois voir où se trouve l'intérêt de ces outils et voir aussi où se trouvent les limites. Et enfin, pour structurer tout ça, donc la phase 3, identifier les cas d'usage pertinents. Donc, d'une part, pour tester les choses, voir, voir ce qui va être intéressant d'essayer pour une prise en main ultérieure qui va conduire à des process de travail, process qui seront basés sur une réalité d'intérêt pour ces outils-là, pardon, versus des pratiques individuelles peut-être un petit peu éparpillées, qui pour les individus ont un sens, mais qui sont difficiles à identifier, à cadrer pour l'entreprise. Donc là-dessus, on insiste un petit peu sur cette phase 3 et sur le fait qu'il faut commencer par une phase de test and learn, encadrant le test et on va voir comment. Justement, pour se faire une idée précise, plutôt que d'essayer d'intégrer tout de suite des usages qui ne seraient pas adaptés à la vie de l'organisation.
Donc, on a vu, en fait, hein, pour compléter ce schéma-là, l'intégration dans l'entreprise, comment faire? Il y a trois niveaux qui sont à impliquer au même moment. Donc, le niveau opérationnel, comme on l'a vu tout à l'heure avec les exemples sur les logiques métiers, et aussi au niveau du management, comment le management opérationnel, comment le middle management va pouvoir considérer l'intégration au quotidien de ces outils dans les logiques métiers, et puis le niveau de la gouvernance, comment la direction de l'entreprise va pouvoir identifier, cadrer les usages, identifier les risques, et puis euh, emmener ces nouveaux usages dans une mobilisation pour la performance de l'entreprise sur ces marchés. Donc c'est là aussi où c'est intéressant dans cette phase-là de la vie du marché que chacun de ces trois échelons dans l'entreprise puisse grimper au même moment à son niveau de responsabilité et d'implication dans ce train de l'IA, vous voyez, avec plusieurs étapes, comprendre, processer, mesurer, et c'est bien de ça qu'on parle à la fin, mesurer, comment mesurer réellement l'impact de ces outils dans l'activité. Donc pour parler de justement de cadrer des phases de test, on a prévu avec Hervé de prendre ce temps-là parce que on constate que le mot test, parfois, dans certaines organisations, peut faire hésiter certaines personnes, certains managers, parce que euh, c'est vrai que culturellement, en France, test, ça renvoie à quelque chose qui serait brouillon, pas fini, voilà. Non, au contraire, le test ici fait partie d'un processus qui lui-même est garant d'une compréhension et d'une intégration pertinente de ces outils dans la vie de l'entreprise. Donc un test se cadre euh, et il se cadre avec ce chemin voilà, qu'on a identifié dans ces grandes étapes. Premièrement, l'évaluation des besoins et des objectifs. Ah bah oui, passer une première prise en main potentiellement ludique, parce que ça peut l'être, de ces outils-là, bon, de quoi l'organisation aurait-elle besoin en fonction de ses processus métiers, en fonction de la vie de l'organisation sous l'angle des flux d'informations, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, quel besoin et qu'est-ce qu'on peut mettre comme objectif par rapport à ça? Deuxième étape, on va identifier l'usage métier qu'on va mettre en test. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, dans un métier, il y a plusieurs types de tâches selon le jour de la semaine, selon peut-être la saison, etc. Bon. À ce moment-là, on va, plutôt que de dire c'est tout le métier qui va basculer, on va se dire, OK, dans cette fonction-là, dans l'entreprise, qu'est-ce qui peut être mis en test? Et à ce moment-là, à cela, on va aussi assortir un paramètre de durée de ce test. Donc, toujours pareil, en fonction de l'activité de l'entreprise, au moins plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines. Et puis, les indicateurs, les KPI, c'est comment on va mesurer finalement l'intérêt de ce qui va se passer. Et puis, poser ça en amont aussi pour que justement les arbitrages qui vont être produits au terme de ce test hein, soient faits selon des critères voilà, qui ne soient pas forcément teintés de ce qui va se dérouler pendant ce test. Au terme de cette étape-là, une autre étape, celle de la mesure et de la sensibilisation, c'est-à-dire le test. Alors, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché et pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi. Euh, c'est un test, ça permet de progresser. Donc, on mesure et de ce fait, en fonction des arbitrages qui sont faits, on va donc effectivement sensibiliser et former les équipes en connaissance de cause, parce qu'il aura été identifié qu'il est effectivement intéressant pour l'organisation de faire évoluer des pratiques métiers en interne sur telle et telle et telle tâche dans un quotidien de travail. Et puis, en se souvenant que c'est toujours intéressant d'envisager un déploiement progressif, donc en termes de processus,
Donc toujours pareil, à chaque fois qu'on va vers des nouvelles tâches pour d'autres métiers dans l'entreprise, on repart du début, évaluation des besoins, des objectifs, etc. Et puis, déploiement progressif aussi. Pourquoi? Parce que ça va permettre des investissements calibrés. Et oui, on parle d'outils, on parle de technologie. Et pourquoi les investissements calibrés? Parce que oui, ChatGPT 3.5 est accessible sans payer, mais c'est pas le cas de tous les outils. Donc là, on est sur des logiques d'abonnement. Et puis, les investissements aussi, pourquoi? Puisque comme on l'a vu, on est sur des sujets qui appellent aussi à une vigilance du côté de la sécurité et à quelques ajustements peut-être aussi au niveau juridique. Parlons d'investissement. Donc, pour vous donner une clé là-dessus, on peut intégrer dans le circuit interne de l'entreprise, donc non connecté à Internet, non connecté à l'extérieur, on peut intégrer des moteurs d'intelligence artificielle, comme celui, par exemple, de ChatGPT, c'est-à-dire que vous avez la puissance de l'outil, mais un outil qui, déployé sur vos serveurs, ne va pas envoyer toutes les informations dans les serveurs de l'éditeur. Donc, là, ça répond aux critères de sécurité. Donc, c'est faisable, techniquement. Ça a un coût. Voilà. Mais un coût qui pourra être envisagé finement en fonction de ce qui aura été constaté comme intérêt pour la vie de l'entreprise. Et donc, au terme de tout ça, évidemment, qu'est-ce que l'entreprise va pouvoir faire? C'est mesurer l'impact et la performance, mais en fonction de ces indicateurs à elle, c'est-à-dire comment ces intégrations-là technologiques dans les process métiers ont pu permettre d'augmenter la performance de l'entreprise sur ses marchés, auprès de ses clients, avec ses partenaires, etc., etc. Donc, comment finalement, il va y avoir un lien entre les process et indicateurs relatifs à l'intégration de l'IA dans les métiers, avec un lien avec les indicateurs de performance économique et financière de l'entreprise sur ses marchés, puisqu'évidemment, l'impact va aller jusque-là. En guise pour aller vers la conclusion par rapport à tout ça, et puisqu'on parle beaucoup évidemment d'impact potentiel très très fort dans les métiers et dans la vie des organisations, se souvenir que oui, l'IA générative a des impacts très forts sur certaines tâches identifiées, voilà, et que jusqu'à maintenant, l'IA générative n'est pas en mesure d'apprécier, je dirais, une situation par rapport à des enjeux relationnels, donc plusieurs personnes entre elles à l'intérieur d'un service ou avec des clients, etc. Donc toute cette dimension relationnelle, toute cette dimension politique entendue au sens fonctionnel, c'est-à-dire comment travailler ensemble, comment faire ensemble, voilà. Euh, cette dimension-là, pour l'instant, est encore largement une prérogative de l'être humain. Vous voyez, hein, c'est quelque chose qui est identifié par Gaïa, qui est une sorte de think tank en fait qui réunit plusieurs chercheurs très en pointe sur ces sujets-là, comme Yann Lequin par exemple, chez Meta, Gaïa qui constate que encore aujourd'hui, tout ce qui va relever de décisions impliquant une projection dans l'avenir avec une dimension relationnelle, politique, etc., l'être humain reste encore largement, je dirais, en avance par rapport aux intelligences artificielles génératives. Donc, quelque chose qui nous semblait important d'ajouter, puisque la conduite des affaires, c'est aussi savoir faire des choix, prendre des décisions en fonction de critères relationnels et en fonction voilà, d'un horizon pour l'entreprise, et pas simplement processer telle ou telle tâche et tel ou tel niveau d'information. Juste une question, enfin non, deux questions, pardon, de William. En parlant des IA, n'étant pas compliant avec la RGPD, est-ce qu'il y a des méthodes ou process en cours de développement pour empêcher les IA de consulter certaines données sensibles? Exemple, un flag indiquant à une IA de ne pas consulter ces données dans le cadre de son apprentissage ou bien un chiffrage des données. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui évoluent là-dessus, qui sont en cours? Alors,
il y a déjà des choses qui existent et vous pouvez documenter le sujet notamment en allant regarder du côté de certaines entreprises publiques et privées dans le secteur des médias. Vous avez en France certains médias, des grands médias, qui ont mis des pare-feux à l'entrée de leur contenu, qui rendent leur contenu complètement inaccessible aux robots des intelligences artificielles génératives. Donc pour des raisons de copyright, etc. Donc là, les solutions existent là-dessus. Première partie de réponse et deuxième partie de réponse, comme je l'indiquais tout à l'heure, vous pouvez déployer des moteurs d'IA sur vos serveurs, mais ces moteurs d'IA ne sont pas reliés à l'éditeur. En fait, vous achetez la technologie, mais vous coupez la dépendance. En tout cas, vous coupez le lien entre vos serveurs et celui de l'éditeur. Donc, ce qui garantit, là encore, je dirais, un niveau de sécurité. Merci. Question d'Antoine. Combien de temps encore avant la prise en main de l'IA sur le relationnel humain? On a toujours à chaque fois une petite question philosophique sur notre série de webinaires sur l'IA. Alors, oui, bah, c'est vrai que c'est des sujets qu'on suit aussi avec Hervé. Alors, c'est un sujet qui évidemment qui va chercher dans des référentiels aussi de science-fiction. Voilà, la science-fiction s'est emparée de l'IA avant que les technologies existent. Bon, souvenons-nous que ce qu'on appelle IA aujourd'hui n'a pas de capacité de cognition sociale. Voilà. Ce qu'on appelle IA aujourd'hui, c'est des algorithmes extrêmement puissants, mais dont la nature est d'être des compilateurs statistiques, d'une part, et d'autre part, c'est des compilateurs statistiques qui s'entraînent sur des données qui sont par définition déjà passées, puisqu'elles existent. Or, une relation, on peut dire que c'est autre chose que la mise bout à bout d'habitudes. On peut avoir des habitudes dans une relation, mais une relation, ça n'est pas que ça. Une relation, elle progresse aussi en fonction d'espoir, dans le pro et dans le perso d'ailleurs, hein. Une relation progresse aussi en fonction d'espoir, d'humeur, de sentiments, toutes choses que les IA sont très très loin de pouvoir pratiquer. Alors maintenant, pour aller un petit peu plus loin dans la réponse, on pourrait dire que l'IA, effectivement, les IA peuvent proposer des ersatz de relations. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va prendre la forme d'une relation parce qu'un système conversationnel, parce qu'une IA qui va proposer des contenus, bientôt des petites vidéos comme ça, dans le cours d'une discussion, d'accord, ça aura l'apparence d'une relation. Ça aura le mode opératoire d'une relation, la discussion, l'échange. Mais est-ce que ça sera vraiment en fait une relation avec tout ce que ça comporte d'inattendu, d'enrichissant? Sans doute pas. Merci. Autre question de Guillaume. Auriez-vous un budget à la louche à nous donner pour une installation? Donc, alors, de budget, je vais distinguer ce qui va relever d'abonnement, donc pour en gros des comptes perso, donc en fonction du nombre d'utilisatrices, d'utilisateurs dans la boîte, dans l'entreprise. Donc là, c'est pas très élevé. On peut être sur une dizaine d'euros mensuels, voire un petit peu moins quand on est sur des comptes entreprises. Et puis après, la dimension technologique. Alors c'est des sujets que j'identifie moins mais on est dans les ordres de grandeur, on est sur les API. Maintenant, en termes de coût, est-ce qu'il faut envisager aussi comme impact directement corrélé à une installation sous l'angle technique? C'est aussi ce qui va relever de la mise à jour au niveau du juridique et au niveau des chartes éthiques pour encadrer, je dirais, le déploiement. Donc ça, c'est des coûts associés que peut-être d'autres vagues de technologies n'ont pas forcément, je dirais, déclenché, en tout cas à ce degré-là. Mais en tout cas, pour faire le lien avec des choix de gouvernance, c'est ça aussi qu'il faut envisager. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à l'installation processée de ces outils en termes d'usage dans les entreprises sans penser
à une mise à jour du cadre juridique de l'entreprise par rapport justement à tous ces impacts, potentiellement sur le traitement des informations clients. C'est déjà très très sensible. On peut pas, voilà, il faut pas qu'il y ait je dirais, de distorsion au départ, parce que sinon, plus on attend, plus les coûts de mise à niveau juridique, éthique, etc., vont être élevés. Autre question de Myriam qui demande quelle autre IA conseillez-vous? Premier niveau de réponse, c'est en fonction de votre activité. Mais ce que vous pouvez essayer déjà de faire, c'est cultiver un usage d'au moins 2 IA en même temps. Pourquoi? Déjà pour vous faire une idée et pour voir les différences de résultats. C'est très drôle. Prenons l'angle ludique. Ça fait aussi partie de la démarche en phase de test and learn. Euh, Soumettez la même requête à ChatGPT, à Bard, donc de Google, et puis à Perplexity. Perplexity, on n'en a pas encore parlé. C'est un outil qui était extrêmement prometteur. Pourquoi? Parce que ça a été fondé par des anciens de Google. Perplexity est un outil IA qui mixe la dimension moteur de recherche et la dimension conversationnelle de l'IA générative. Quelle forme ça prend? Tout simplement, quand vous en servez, c'est que Perplexity, à la différence de ChatGPT et de Bard, cite ses sources. C'est-à-dire que vous pouvez, il vous présente les vignettes miniatures des sites sources sur lesquels vous pouvez aller en fonction de votre requête. C'est très intéressant. Mais revenons aux résultats proposés par les IA. Euh, essayez d'utiliser 2 ou 3 IA en même temps avec la même demande et vous allez voir que les réponses qui vont vous arriver sont complètement différentes. Voilà. Et ça va vous permettre, je dirais, une gymnastique intellectuelle par rapport à ces outils, nous aussi en voyant les limites, aussi en voyant où ils vous envoient et de ce fait, de dire, OK, mais comment garder la main finalement par rapport à toutes ces informations qu'on me propose? Donc, comment cultiver votre rapport à l'outil? Alors, toujours pareil, c'est en fonction des usages métiers, des logiques, voilà, des logiques métiers selon vos besoins. Est-ce que vous avez besoin de produire beaucoup de visuels? Donc, à ce moment-là, en ce moment, j'ai tendance à dire que Firefly d'Adobe est intéressant pour 2 raisons. C'est que déjà, Adobe garantit que Firefly est entraîné sur des matériaux libres de droit. Voilà, donc la question du copyright ne se posera pas. Et puis aussi pourquoi? Puisque Firefly est directement connectable à la suite Adobe existante. Donc pour toutes les entreprises en fait où il y a des métiers qui utilisent Photoshop, Illustrator, les banques de police, enfin, tout ce que propose Adobe, c'est là que ça va être intéressant, puisque ça va permettre de connecter, je dirais, des usages existants à cet outil-là. Donc, pour ces 2 raisons-là, pour le visuel, moi, j'aime bien Firefly. Pardon. Merci. Sur un autre sujet, cybersécurité, question d'Adrien. Quels sont les outils actuels pour détecter du texte généré par IA générative comme lors de campagnes de hameçonnage, outre l'absence de faute? Smiley. Donc, est-ce qu'il y a des outils, en fait, qui permettent de détecter que le texte est généré par de l'IA générative? Alors, je vais vous faire une réponse qui vient du fait que là, pour le coup, je suis pas très renseigné sur ce sujet-là. Je pourrais pas vous le dire comme ça. Je pourrais pas vous dire s'il y a des outils qui existent. Maintenant, le premier outil, d'abord et avant tout, c'est votre prudence. Et en fait, savoir et qu'il va falloir cultiver dans les semaines, les mois, les années qui viennent. Et votre prudence et plus largement votre sensibilité, en fait. Euh, Comme déjà, il faut savoir se méfier des emails ou de SMS qu'on reçoit qui, soi-disant, viennent de notre banque ou autre, et ben, il va falloir renforcer cette vigilance. Peut-être qu'il y a des outils qui vont arriver à détecter ça, peut-être. Mais quels que soient les outils, ne nous séparons jamais de ce qui nous échoit à nous, je dirais, notre capacité de décision, donc notre propre souveraineté, hein, si on veut utiliser ce mot-là, parce que il faut le savoir, ne pas déléguer intégralement à tel et tel outil,
justement des sujets aussi sensibles. Voilà, c'était la dernière question. Il y a une remarque de Florence qui dit pourtant l'IA peut déceler les émotions. Voilà. On était sur la notion de relations humaines. Et pourtant. Et pourtant. Oui. Merci beaucoup, Florence. Je vous partage là quelques-uns de nos modules de formation qui couvrent peu ou prou une grosse partie des champs qu'on a évoqués, que ce soit les IA génératives en marketing, en écriture web, voilà, sur ChatGPT, sur les opportunités. Voilà, vous avez un petit panel à disposition qui vous permettra de retrouver les équipes de M2I en formation. Par ailleurs, on l'a beaucoup évoqué, Firefly. Alors, c'est le sujet de notre prochaine formation. Cette découverte, cette sensibilisation à Firefly, ça sera la semaine prochaine. Voilà, donc on sera beaucoup plus dans l'outil. Et ça sera une vision un petit peu différente de ces IA génératifs. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Il y en aura une 4e, mais qui va être décalée dans le temps, donc qui sera Copilot et qui aura lieu le 21 janvier. Mais vous aurez le temps de recevoir des informations sur ce sujet. C'est pour des raisons pratiques de mise à disposition de tenants et de versions qu'on est dans l'obligation de reporter ça à courant janvier. En tout cas, je vous attends nombreux la semaine prochaine sur Firefly. Florian, merci d'avoir assuré 100%. Voilà. Avec plaisir. Malheureusement, Hervé ne pouvait pas être avec nous. Merci à tous d'avoir été présents et si nombreux. Et puis, j'espère vous retrouver en grosse partie la semaine prochaine. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par ces sujets. Et à très bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne journée à vous. Au revoir.